Merci pour cette introduction. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues et amis académiciens, je suis ravi donc de pouvoir réfléchir avec vous pendant cette dizaine de minutes sur la question de l'épidémiologie psychiatrie en milieu carcéral, qui est bien sûr une nécessité politique pour savoir qui nous mettons en prison et une nécessité de santé publique pour déterminer dans quelle mesure le volume de soins psychiatriques doit être nécessaire en prison. Donc c'est une nécessité. Le problème, c'est que c'est extraordinairement difficile à faire et que les résultats que l'on obtient sont souvent tellement surprenants que ceux qui les reçoivent les dénient. Et donc, cela nous engage à nous, épidémiologistes, d'essayer de déconstruire nos approches méthodologiques pour essayer de proposer des études qui peuvent être considérées comme acceptables par en particulier les politiques. Alors, ça pose d'ailleurs des questions que l'on néglige souvent en épidémiologie descriptive. Est-ce que l'on compte des malades ou des maladies? Alors, vous me direz, pour le VIH, la question ne se pose pas tellement. Quand on évalue la prévalence de l'infection, on évalue en première approximation la prévalence de ceux qui vont devenir des patients, mais il y a tout un tas de maladies où en fait ceux qui ont la maladie ne deviendront jamais malades, et l'exemple typique a été pendant l'épidémie de Covid. Et donc vous imaginez que pour la psychiatrie, cette question se pose, et elle se pose en particulier en milieu carcéral. Un deuxième point, c'est que pour faire de l'épidémiologie, il faut opérationnaliser le diagnostic. Or, on sait quand on est clinicien que quand on opérationnalise un diagnostic, ce diagnostic devient moins fin cliniquement. Et donc, les résultats que l'on peut obtenir peuvent être biaisés de ce fait. Alors, quand on remonte, et bien sûr qu'opérationnaliser un diagnostic psychiatrique, c'est encore plus difficile qu'opérationnaliser un diagnostic de maladie somatique, car nous ne disposons pas, en 2024, d'examens complémentaires pour étayer nos diagnostics. Alors, tous ces problèmes méthodologiques ont tenté d'être résolus à partir des années 1980, quand les Américains ont créé le DSM, c'est-à-dire un manuel qui opérationnalisait le diagnostic psychiatrique avec des entretiens structurés qui permettaient, de façon reproductible, d'aller au-devant des sujets pour essayer, dans une population donnée, de savoir combien avaient des pathologies psychiatriques. Et donc les Américains ont fait ça entre les années 80 et 90, avec l'enquête ECA, 20 000 Américains tirés au sort des États-Unis. Ça n'a jamais été reproduit. Et ça a été d'ailleurs répliqué avec le DSM-3R, avec l'enquête NCS, au début des années 1990. Et on s'est aperçu, à partir de ces différentes études, que l'on avait des résultats complètement discordants. Et ça a été étudié dans la revue qui s'appelait à l'époque les Archives of General Psychiatry, qui s'appelle maintenant le JAMA Psychiatry. Il y a eu des réflexions méthodologiques à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Pourquoi, dans certaines études, trouvait-on 10% de prévalence de la dépression à 1 an, alors que dans d'autres études, on trouvait 4, voire 3 ou 2,5% de prévalence de même trouble? C'est-à-dire la même pathologie, on pouvait avoir, alors que les instruments étaient complètement opérationnalisés, des prévalences qui variaient du simple au quadruple. Et l'explication vient du fait, mais comme dans certaines pathologies somatiques également, vous savez sûrement qu'à partir de 40 ou 50 ans, la prévalence de l'arthrose du genou avec des signes cliniques et radiologiques est supérieure à 1/3 de la population, ce qui bien sûr ne veut pas dire grand-chose. Donc, à partir de ce moment-là, on a considéré que les prévalences des troubles psychiatriques en population générale devaient être considérées avec prudence. Et donc vous imaginez que quand, en milieu carcéral, on propose des statistiques, avec des taux qui montent jusqu'à 40% d'épisodes dépressifs majeurs à un instant donné, que ces valeurs numériques étaient complètement inconcevables. Et donc, certains ont décidé de ne plus faire d'épidémiologie en milieu carcéral, pensant que c'était impossible. Alors, grâce à Lucien Benaïm, à l'époque directeur général de la santé, il a été décidé, je dois dire que depuis ça serait bien plus difficile, de mettre une quantité d'argent assez conséquente pour pouvoir quand même faire une étude épidémiologique avec un luxe d'évaluation que l'on n'a jamais renouvelé, où chaque détenu a été vu par 2 cliniciens, pas par des enquêteurs non cliniciens, par des cliniciens et 2 enquêteurs, dont un ou une psychologue et un ou une psychiatre expérimentée.
avec à la fois des entretiens standardisés et des entretiens cliniques, et la réalisation d'un consensus à l'issue de l'entretien clinique, et avec une cotation de la gravité de la pathologie rencontrée. Et à partir de là, on a trouvé des statistiques qui étaient toujours élevées, avec en particulier 24% de troubles d'épisodes dépressifs majeurs à un instant donné en milieu carcéral. Alors bien sûr, ces valeurs ont été rapportées et ont suscité les mêmes interrogations que ce dont je vous parlais en début de ma présentation. Et c'est là qu'on rentre dans des aspects plus cliniques et psychopathologiques. Effectivement, c'est qu'un état dépressif majeur, qu'est-ce que c'est? Pour le dire vite, c'est un deuil sans objet, ou comme le disait Freud dans Deuil et mélancolie, le deuil de soi-même. Et vous savez effectivement qu'un état dépressif est très proche de la sémiologie d'un deuil, mais qu'en prison, il est bien naturel d'être en deuil de sa liberté, de sa sexualité, de sa socialisation, de son confort, de son alimentation, et donc il est presque naturel. Il serait même surprenant, à un moment donné en prison, de ne pas être en deuil de quelque chose et de ne pas présenter une symptomatologie dépressive. Et au-delà de ça, se pose la question même de la souffrance psychique en prison. Et je me souviens avoir eu une discussion avec un haut fonctionnaire de l'administration pénitentiaire qui me disait « Mais professeur, en prison, on a une peine. Quand on a une peine, il est normal qu'on souffre. » Et en fait, cette anecdote qui était à moitié humoristique, à mon avis, elle ne doit pas être tellement humoristique pour pas mal de nos concitoyens. Quelque part, dans notre imaginaire collectif, eh bien, il est normal que si l'on ait transgressé la loi, on souffre un peu. Alors, donc la question de la dépression, effectivement, peut-on parler d'état prédépressif en prison? À partir de quand doit-on traiter une dépression en prison par des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine? À partir de quand doit-on considérer que l'on fait une psychothérapie de soutien en prison pour quelqu'un qui est déprimé, alors que tout son environnement est là pour faire qu'il soit en souffrance et qu'il soit déprimé? Quelle est la logique de lui faire rencontrer quelqu'un pour gérer cette souffrance qui est construite socialement? À tort ou à raison, je ne me prononce pas là-dessus, bien entendu. Alors, pour les autres pathologies psychiatriques, il y a des collègues de Lille, Thomas Fauvet et Pierre Thomas, qui ont travaillé régulièrement depuis cette première enquête santé mentale en prison, en particulier sur les sortants de prison, et qui ont essayé de comprendre les spécificités de la psychopathologie en milieu carcéral, avec des remarques cliniques très pertinentes, et ça a été dit par Mme Hermange tout à l'heure, il y a des facteurs de risque pour se retrouver en prison. Et que, bien entendu, avoir subi une maltraitance infantile, les données sont robustes dans la plupart des pays occidentaux, avoir été victime d'une maltraitance infantile, avoir été victime d'abus pendant l'enfance est un facteur de risque majeur d'incarcération, à tel point que dans l'étude que nous avions faite, 80% des détenus avaient été victimes de maltraitance pendant leur enfance, ou de séparation parentale, ou d'avoir un proche incarcéré. Et que bien sûr, vivre quand on est enfant une telle situation de stress et que vous avez une vulnérabilité biologique, génétique ou autre à la schizophrénie par exemple, eh bien vous allez développer une forme plus floride avec plus de symptômes positifs, avec des formes plus sévères et plus à risque de passage à l'acte et donc de se retrouver incarcéré. Et puis, avec la même vulnérabilité au stress, vous avez un risque d'avoir des comportements addictifs, d'avoir un certain niveau d'impulsivité, et si vous êtes à vulnérabilité de troubles bipolaires, eh bien quand vous êtes en plus addict à l'alcool ou à d'autres toxiques et que vous êtes impulsif, eh bien vous aurez un début plus précoce de votre trouble bipolaire avec plus de troubles de comportement et donc plus de risque de vous trouver incarcéré. Et c'est là qu'on voit la complexité des déterminants qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un se trouve en milieu carcéral. Et bien sûr que pour un soignant, cela fait réfléchir. Alors, par ailleurs, la prison est de fait un environnement très particulier, avec un niveau de stress maximum, et le stress est un facteur de risque d'anxiété, d'insomnie, de tentative de suicide. Vous l'avez vu tout à l'heure, Madame la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, certaines prisons ont un niveau de salubrité plus que discutable, et donc avoir des rituels de lavage qui tendent à devenir un trouble obsessionnel compulsif, c'est quelque chose qui est presque naturel pour certains détenus.
Et puis, des idées de persécution. Il y a des taux vraiment spectaculaires de ce qu'on appelle les troubles délirants non schizophréniques, de nature en général paranoïaque, parce qu'effectivement, être en prison et se sentir persécuté par son environnement, eh bien, quand c'est un mois, plusieurs années, c'est un conditionnement à être victime d'idées de persécution. Alors j'en arrive à ma conclusion. Revenons à l'épidémiologie. Vous avez vu que réfléchir à l'épidémiologie des troubles psychiatriques en prison, eh bien ça nécessitait un dialogue entre la méthodologie épidémiologique et la clinique et la psychopathologie. Et donc c'est un bon exemple à l'Académie de médecine de voir encore et toujours comment la clinique doit nourrir la recherche. Après, nous avons vu la complexité de la question. Eh bien, quand on est scientifique, il ne faut jamais refuser d'aborder les questions complexes, sinon on tend vers le nihilisme méthodologique, c'est compliqué quand on n'a rien fait, donc on ne fait rien, et si l'on ne fait rien, on ne sait rien, et si l'on ne sait rien, eh bien on soigne mal. Et nous avons vu que avec des efforts méthodologiques, eh bien on est arrivé à avoir des statistiques un peu fiables, notamment 6,1% de prévalence à un instant donné de la schizophrénie en prison. Et ce diagnostic est issu d'un entretien clinique libre et structuré par 2 cliniciens qui ont conduit à un consensus. Et il est difficile de dire à partir de là, il est difficile de ne pas s'interroger sur qui mettons en prison, que fait-on de nos patients psychotiques et comment les prend-on en charge une fois qu'ils sont emprisonnés. Merci pour votre attention.